Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, librement adapté par Stéphane Michaka, avec l'Orchestre national de France. Musique originale, Didier Benetti. Direction d'orchestre, Jeffrey Styles. Réalisation, Cédric Ossire. Quand j'étais gamin, j'avais une passion pour les cartes. Je regardais pendant des heures l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, et je me perdais dans les splendeurs de l'exploration. En ce temps-là, il y avait de nombreux espaces vierges sur la carte, et quand j'en voyais un qui avait l'air particulièrement attrayant, mais ils ont tous cet air-là, je posais le doigt dessus et je disais: quand je serai grand, j'irai là. Le pôle Nord était un de ces endroits. Je n'y suis jamais allé, et ce n'est pas maintenant que j'essaierai. Le charme s'est évanoui. Il y en avait d'autres autour de l'équateur et sur un tas de latitudes couvrant les deux hémisphères. J'ai navigué sur plusieurs d'entre eux. Oh, je ne vais pas parler de ça. Mais il y en avait un, le plus grand, le plus vierge, qui me faisait soupirer. Il est vrai qu'à ce moment-là, il n'était plus si vierge. Depuis mon enfance, il avait été rempli de lacs, de fleuves et de noms. Il avait cessé d'être un endroit délicieusement mystérieux, une tache blanche qui allume des rêves de gloire chez un jeune garçon. C'était devenu un lieu de ténèbres. Je voyais un fleuve en particulier, un fleuve gigantesque, tel un immense serpent déroulé sur la carte. Tandis que je le regardais dans la vitrine d'une échoppe, il me fascinait, comme un serpent fascine un oiseau, un petit oiseau sans cervelle. Je me suis rappelé qu'il y avait une compagnie de commerce sur ce fleuve. Bon sang, ai-je pensé, ils ne peuvent pas faire de commerce sans affréter des navires, des bateaux à vapeur. Pourquoi je ne m'en ferais pas confier un ? Je me suis engouffré dans Fleet Street, mais l'idée ne me quittait plus. Le serpent m'avait charmé. Je suis revenu de ce voyage, comme des précédents. Mais de ce voyage-là, de ma mission sur le vapeur, dans les anneaux du fleuve serpent, j'ai ramené un peu plus que de la verroterie oubliée au fond d'un tiroir et des mots en langue étrangère. J'ai ramené un paquet de lettres et une photo d'elle, sa promise. J'ai mis 1 an à me décider. 1 an à scruter le portrait de cette jeune femme. Dans l'obscurité de ma chambre, son visage n'était plus une énigme. Je sais qu'on peut faire mentir la lumière, mais
Aucun trucage n'aurait pu ajouter cette nuance de sincérité sur ses traits. Elle semblait prête à écouter sans méfiance. J'ai résolu de lui rendre sa photo et les lettres. Par curiosité ou peut-être pour une autre raison. Tout ce qui avait appartenu à Kurtz m'avait glissé entre les doigts. Son corps, son âme. Il ne restait que le souvenir de sa voix et sa promise. Je voulais les abandonner au passé, eux aussi. Les livrer à l'oubli. Cet oubli qui est le fin mot de notre destinée. Sur le perron d'une maison blanche, austère comme un mausolée, j'ai tiré la sonnette d'une porte en acajou. Tandis que je patientais, le fantôme de Kurtz me dévisageait dans un reflet. Je pouvais entendre son souffle. On aurait dit qu'il allait prononcer à nouveau ces mots, chuchotés à l'extrémité du fleuve. Ce cri étouffé qui... Je vous attendais. Elle n'avait pas l'air si jeune. Je veux dire, elle n'avait rien d'une gamine. Elle portait toujours le deuil, 1 an après. Son visage semblait emprisonné dans un halo cendré. Elle a pris mes mains dans les siennes et, au regard de désolation qu'elle m'a lancé, j'ai compris que pour elle, il était mort hier. S'il vous plaît. Elle m'a introduit dans un vaste salon où 3 hautes fenêtres ressemblaient à des colonnes lumineuses drapées dans des rideaux. Sur une table basse, j'ai déposé sa photo et les lettres. Vous le connaissiez bien. L'intimité s'installe vite là-bas. Je l'ai connu aussi bien qu'un homme peut en connaître un autre. Vous étiez son ami. Vous deviez l'être s'il vous a confié ces papiers. Je sens que je peux vous parler et... Oh, j'ai besoin de parler. J'aimerais que vous sachiez, vous qui avez recueilli son dernier souffle, sachez que je me suis montrée digne de lui. Depuis que sa mère est morte, je n'ai eu personne. Personne à qui... Elle a baissé les yeux. Je me suis rappelé que ses fiançailles avec Kurtz avaient déplu à sa famille. À qui parler? Il n'était pas assez riche ou quelque chose comme ça. Kurtz m'avait laissé entendre qu'il était parti là-bas pour se renflouer. J'ai aperçu derrière elle un piano qui trônait, le couvercle refermé sur ses touches. Sa surface luisait comme un immense sarcophage. Qui pouvait l'écouter sans devenir son ami? Il révélait les gens à eux-mêmes. C'est le don des grands hommes. Un sentiment de malaise m'a envahi. Ne savait-elle rien de son fiancé? J'étais tenté de lever un coin du voile sur... Êtes-vous un de ces hommes, Marlowe? Mais vous l'avez approché. Vous savez tout cela. Êtes-vous un de ceux qui rêvent d'aventures périlleuses, comme un prisonnier derrière des barreaux rêve aux écueils de la liberté si chère au cœur des hommes? Oui. Et ce don qui était le sien, son noble cœur, son esprit généreux, de tout cela, il ne reste qu'un souvenir. Vous et moi? Nous ne l'oublierons jamais. Non, il est impossible que tout cela se perde. Vous savez qu'il nourrissait de grands projets. J'ignore de quoi il s'agissait. Je n'y comprendrai sans doute rien, mais d'autres peut-être. Quelque chose doit rester. Ces mots ne peuvent s'éteindre avec lui. Ces mots resteront. Allez, Marlowe, parlez à ma fiancée.
Et son exemple. Mon ivoire, ma carrière, mes projets. Oui, j'allais oublier. Vous savez tout, et elle ne sait rien. Son exemple. Vous l'avez entendu. Il est impossible que tout cela se perde. Mais je ne veux pas vous retenir. J'ai tourné mes pas vers les ténèbres qui s'épaississaient au dehors. Les ténèbres triomphantes contre lesquelles je ne pouvais la défendre. Faut-il que vous partiez? Contre lesquelles je ne pouvais me défendre moi-même. Le faut-il vraiment? Et, malgré moi, je me suis mis à parler. J'ai traversé la Manche pour me présenter aux recruteurs et rejoindre la noble cause. Ils m'ont nommé capitaine d'un vapeur fluvial. Mon prédécesseur avait été tué lors d'une échauffourée avec les indigènes. Une rixe à propos de volailles. La noble cause. Les gens de la compagnie n'avaient que ça à la bouche. Ils allaient diriger un empire outre-mer et s'en mettre plein les poches. Dans la cité où se trouve leur siège, cette ville m'a toujours fait penser à un sépulcre blanchi. Ils m'ont montré une carte où le fleuve déroulait ses anneaux. Mungala, Kingoma, Muyamba, Lutete, Kiabango, Matanda, Kinduta, Minjenje, Kilunswa. La grande tache jaune sur leur carte, voilà où j'allais. Pile au milieu. Le fleuve était là, fascinant, mortel, comme un serpent. Tandis que je signais mon contrat, des agents de la compagnie étaient en pleine discussion dans la pièce voisine. J'ai tendu l'oreille, mais je ne pouvais deviner que des bribes. État libre, lucratif, indigène, philanthrope, libre-échange, garnison, caoutchouc, mutiné, mitrailleuse, plantation, missionnaire, massacré. Lourde perte. Franchement drôle. J'avais la sensation déplaisante d'être mêlé, comment dire, Noble cause. à quelque chose d'un peu louche. Oh, juste une sensation, rien de précis. Je ressens cela avant chaque départ. Mais vous vouliez partir. Vous aviez le désir d'aller là-bas. Comme Kurtz, oui. Il le désirait de tout son être. Pourquoi n'êtes-vous pas parti avec lui? À cause du danger, j'imagine. Et puis, je devais rester pour prendre soin de sa mère. Elle était malade. Il ne vous a jamais parlé de sa famille? Ni de moi? Il m'a seulement donné votre photo. Alors je devais être son noir secret. Je ne voyais aucune noirceur en elle. J'avais envie de lui dire que son visage avait tout d'une conspiration efficace contre les ténèbres. Évidemment, je ne lui ai rien dit de tel. Mes yeux ont glissé sur le sarcophage et j'ai repris mon histoire.
La traversée depuis l'Europe m'a paru interminable. Je pestais, je bouillais, je trépignais. Mais lorsque la côte s'est dessinée, c'était comme si mon trajet n'avait été qu'un rêve. Je pouvais percevoir le martèlement des tam-tams, sourd et régulier comme un battement de cœur. Le mien. Je voyais courir la bordure d'une jungle colossale. Les paroles du médecin, celui qui m'avait examiné avant mon départ, me sont revenues. Bien. Tout cela m'a l'air très bien. Est-ce que je peux mesurer votre tête? Ma tête, si vous voulez. Je demande toujours, dans l'intérêt de la science, de pouvoir mesurer le crâne de ceux qui partent. À leur retour aussi? Oh, je ne les revois jamais. Et puis, les changements se produisent à l'intérieur, vous savez. Alors vous partez là-bas. Épatant. Aucun antécédent de folie dans votre famille? Pas que je sache. Vous êtes aliéniste? Tous les médecins devraient l'être un peu. Éviter la colère bien plus que l'exposition au soleil. Sous les tropiques, garder son calme est primordial pour la survie. La survie. La survie. Regardez la côte qui défile depuis un navire. C'est comme scruter une énigme. Elle est là devant vous, souriante, revêche, insipide ou sauvage, mais toujours muette, avec l'air de murmurer « Viens donc voir ». Nous avons laissé derrière nous plusieurs ports, des comptoirs, avec des noms tels que Grand Bassam, Petit Popo, noms qui semblaient tirés d'une farce sordide jouée devant un sinistre rideau de scène. Pour quelque temps encore, je croyais appartenir à un monde sans équivoque. Cette impression n'allait pas durer. J'en avais pour plusieurs jours avant d'atteindre l'embouchure du fleuve. C'était là que je devais prendre possession de mon vapeur. J'espérais qu'il serait moins cahotant et rouillé que celui sur lequel j'avais embarqué. En attendant, j'observais le va-et-vient des fonctionnaires qu'on envoyait percevoir des droits de douane dans ce qui ressemblait à un désert abandonné de Dieu. Un soir, nous sommes tombés sur un navire de guerre ancré au large de la côte. Il n'y avait aucune habitation en vue, ils bombardaient la brousse. C'étaient des Français en train de se livrer à une de leurs guerres. De longs canons de 6 pouces surgissaient de la proue. Dans l'immensité vide du ciel et de l'eau, le navire était là, occupé à faire feu sur un continent. Il y avait dans cette manœuvre une touche de démence, une sorte de cocasserie lugubre. Mon impression s'est aggravée lorsqu'un douanier à bord m'a assuré avec le plus grand sérieux qu'un camp d'indigènes, il les appelait des ennemis, était caché quelque part. Aucune escale ne durait assez longtemps pour me faire une impression précise. Et je me laissais envahir par une stupeur vague et oppressante. On aurait dit un morne pèlerinage parmi des lambeaux de cauchemar. Au poste de l'embouchure, j'ai appris que mon vapeur avait coulé.
Il m'a fallu attendre une dizaine de jours pour qu'on le renfloue. On attend beaucoup là-bas. L'attente a des allures de punition. C'est sans doute ce qui explique ces brusques accès de colère chez... Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Vous, avec vos minables idées de gagne petit, vous venez perturber mes plans. Il n'a jamais cédé à la colère. La rage se lisait dans les yeux des pèlerins. Vous voulez dire? Les soldats, ces pèlerins sans foi qui faisaient les 100 pas dans le poste, armés non d'un bâton mais d'un fusil pour défendre leur grande idée. Quelle grande idée? La suprématie du fusil sur le bâton, je suppose. Quant à moi, en guise de bâton, j'avais un sifflet, l'arme du commandant de bord, pour diriger une manœuvre ou faire fuir les indigènes. Sur mon vapeur, même le sifflet laissait à désirer. Un vapeur englouti? Un sifflet enrayé? Vous n'étiez plus un marin? Heureusement, il y avait Léo, Ah, Boyete! mécano, rafistoleur et chargé d'invoquer le démon caché dans la chaudière. Boyete! Réveille-toi, fainéant! Le capitaine veut te voir fumer comme un village qu'on rase. Léo avait été formé par mon prédécesseur. Formé, l'ironie du mot m'est apparue assez vite. Je ne pouvais dire si Léo avait été formé à entretenir le bateau ou déformé à le rafistoler de la façon la plus étrange. C'était comme s'il cherchait à tirer de cette épave un dernier souffle, un râle ultime, assez puissant pour le propulser jusqu'à notre destination finale. Votre vapeur sera à flot demain, capitaine. Déjà, je croyais que les réparations allaient prendre 20 jours. Les postes du haut-fleuve n'attendront pas jusque-là. Nous devons les ravitailler au plus vite. Avec cette coquille en fer blanc, Nganduka bakilanga kumakanga ko. ça veut dire quoi? Le crocodile n'attaque que dans l'eau. Si le bateau coule, on monte sur le toit. Et si le toit coule? On monte sur la rive. Ah! Je n'étais pas au bout de mes surprises avec Léo. Même sans les outils adéquats, il était capable de rafistoler une chaudière. Boyete! J'ai laissé Léo négocier avec le démon, et pour tromper l'attente, j'ai déambulé dans le poste. Un tas de pièces détachées jonchait le sol. On construisait un chemin de fer. Pour me protéger du soleil, j'ai marché un peu à l'écart vers un bosquet d'arbres. Au premier pas, j'ai eu l'impression d'entrer dans un des cercles de l'enfer. Des formes noires se tordaient entre les arbres, s'inclinaient sur les troncs, s'agrippaient à la terre dans toutes les postures de la résignation et du désespoir. C'était là que les ouvriers du chemin de fer se retiraient pour mourir. Ils mouraient à petit feu, ça ne faisait aucun doute. Ils n'étaient pas des ennemis, pas des criminels, mais des ombres affamées qu'on laisse agoniser dans les ténèbres verdâtres. Un lit était à ma disposition dans une des baraques. Pour garder mes distances avec le chaos qui régnait dans le poste, je préférais dormir sur le vapeur. Depuis ma cabine de pilotage, je pouvais voir des fils de noir couverts de poussière aller et venir. Un flot d'articles manufacturés, fils de cuivre, verroterie, coton de piètre qualité,
était acheminé vers les profondeurs des ténèbres, et il coulait en retour, comme par magie, un précieux filet d'ivoire. J'ai alors repensé aux paroles du comptable. Après mon passage dans le bosquet de la mort, j'étais allé frapper à sa porte. Depuis la véranda, de jeunes noirs accroupis mêlaient leurs chants aux observations du comptable. Perché sur un haut tabouret, l'homme était courbé sur ses registres pour y inscrire les chiffres corrects de transactions tout aussi correctes. Dans l'intérieur, vous allez sûrement rencontrer Monsieur Kurtz. C'est un homme remarquable. Ah, et que fait-il, ce Kurtz? Un agent de tout premier ordre, il dirige un comptoir tout en haut du fleuve, au cœur du pays de l'Ivoire. Un militaire? Entomologiste, aquarelliste, musicien, on ne peut pas réduire Kurtz à un militaire. C'est un émissaire du progrès, de la science et de la pitié. La pitié. Nous avons besoin pour faire aboutir la cause de hautes intelligences, de sensibilités éprouvées et d'un esprit de décision sans faille. Rien que ça. Vous me croirez si vous voulez, Marlowe. Mais ce Kurtz, ce monsieur Kurtz, il nous fait parvenir autant d'ivoire que tous les postes réunis. Vous entendez? Tous les postes réunis. Oh, ce raffut! Quand on doit aligner des chiffres corrects, on se prend à les détester, ces sauvages, à leur vouer une haine féroce. Ils ne font que fredonner. Huile de palme, 34. Caoutchouc, 76. Ivoire, 91. Quand vous verrez Monsieur Kurtz, dites-lui de ma part qu'ici, tout se passe au mieux. Oh, il ira loin. Très loin. Aujourd'hui, il dirige le poste le plus lucratif. Dans 1 an, il sera directeur adjoint. Et dans 2 ans, il sera un de ceux qui comptent dans l'administration. Les gens d'en haut en Europe, ils veilleront. Ils veilleront. Ils veilleront. Le lendemain, au lever du soleil, le vapeur quitta le poste de l'embouchure et je connus enfin le fleuve. Le fleuve plus vaste que dans mes rêves d'enfant. La grande rivière qu'aucune carte, aucune estampe ne pouvait contenir. Le poste central était à 10 jours de navigation. Passé le port de Matadi, je me suis mis à feuilleter les documents que le comptable m'avait confiés. Des relevés topographiques, des coupures de presse et, curieusement, des rapports non censurés qui en disaient long sur l'administration des territoires. Le comptable avait dû les garder pour leur fiabilité. L'État indépendant du Congo est une des plus larges divisions de l'Afrique équatoriale. C'est en 1885 que Léopold II, roi des Belges, Ce en pays n'est devint pas propice le à la fondateur. colonisation. Les Européens sont sujets à des maladies tropicales. La population indigène est estimée entre 14 et 30 millions. Population venue d'Europe, 1076. Les indigènes sont des adorateurs de fétiches, des païens, et demeurent à un stade rudimentaire de civilisation. Kurtz m'avait précédé sur le fleuve. N'avait-il pas lui aussi feuilleté ces documents? Le comptable me l'avait décrit comme un homme remarquable. Un agent promis à un brillant avenir. Le souverain belge n'a jamais mis les pieds sur son territoire africain. Cet homme remarquable, quel jugement portait-il sur tout cela? Avait-il son mot à dire? Sa voix à faire entendre? Le gouvernement de votre majesté est impliqué dans la traite des Noirs. Il vole, capture, achète, revend,
maltraite et assassine des esclaves. J'étais curieux de le savoir. Un homme aussi compétent devait être doté d'une manière ou d'une autre de valeurs morales. Les changements se produisent à l'intérieur, vous savez. Oui, j'étais curieux de découvrir comment cet homme allait monter jusqu'en haut de l'échelle. Oh, il ira loin. Très loin. Et ce qu'il ferait une fois parvenu au sommet. Oh oh! Il a fallu jeter l'ancre pour réparer. J'ai aidé Léo à démonter les cylindres qui fuyaient, à resserrer une bielle et autres corvées du même acabit. Je baignais dans la rouille, la limaille, les marteaux et les drilles. Toutes choses que j'abomine parce que je ne m'entends pas bien avec elles. Mais Léo, lui, savait leur parler. Un boulon est plus digne de confiance que le Fils de l'homme. Il en faisait ses alliés. Capitaine! Capitaine! Le démon de la chaudière a entendu raison. Il dit, c'est bien. Il dit, remontons le fleuve. Il dit, nourris-moi de tout le bois que tu trouves et je te donnerai le feu, la puissance, la vitesse. Il dit cela et maintenant il se tait. Il a faim. Tout le combustible y est passé. L'ogre de la chaudière dévorait nos réserves en nous projetant vers le haut fleuve. Livré au rapide, notre coque en fer blanc se tordait comme un accordéon. C'est ainsi que nous sommes arrivés 30 000 plus loin, à proximité du poste central. Les gens qui viennent ici ne devraient pas avoir d'entrailles. Le directeur du poste central inspirait un certain malaise. Je n'ai jamais été malade. Ses yeux avaient quelque chose de glaçant. Au milieu d'organismes qui partent à volo, une santé robuste devient à elle seule une sorte de pouvoir. 3 contrats de 3 ans, et j'ai jamais eu la chiasse. Formidable. Écoutez, est-ce que vous pourriez me fournir des rivets? Vous en faut combien? Une centaine. Et puis quoi encore? Mon vapeur est à 2 doigts de couler. C'est fâcheux. Nous devons relever les postes du haut-fleuve. Il y a déjà eu trop de retard. Je ne sais même pas qui est vivant et qui est mort. Les réparations vont me prendre plusieurs jours. Et Kurtz qui est malade. Kurtz, Vous le connaissez? j'en ai entendu parler. Au poste de l'embouchure. Ah, ils vous en ont rebattu les oreilles. Hein. Kurtz et ses belles tirades sur nos avant-postes qui devraient être des phares. Des lieux de négoce, comme il dit. Mais pour améliorer, humaniser, instruire. Je me demande qui l'instruit dans l'état où il est. De quoi souffre-t-il? Oh, il a pu attraper toutes sortes de choses. L'ennui, c'est qu'il est têtu comme une mule. Il ne reviendra pas si facilement se faire soigner. A-t-il envoyé une liste de vivres ou de médicaments dont il aurait besoin? Kurtz ne nous a jamais envoyé que de l'ivoire, des monceaux d'ivoire. Une telle facilité à en amasser, c'en est presque agaçant. Sans parler des factures qu'il nous expédie 2 fois par semaine, même malade. Vous voulez que je le ramène? À ces mots, le directeur a eu un spasme. On aurait dit le tressaillement d'un serpent. Le ramener? Vous voulez dire? Son vœu le plus cher était d'éliminer l'agent de l'intérieur. Cela se voyait dans ses yeux. Kurtz représentait pour lui une concurrence déloyale. Je vais vous accompagner jusqu'au poste de l'intérieur. Je prendrai 8 ou 10 hommes avec moi. Des hommes armés? Évidemment. Et pour ne pas être armé dans ce pays, il faudrait être protégé par un charme. Ici, aucun homme. Vous entendez, Marlowe? Aucun homme n'est protégé par un charme. Un charme. Un charme. Munis d'une panoplie de rivets flambant neufs, nous avons continué la remontée du fleuve.
Notre coquille en fer blanc s'était alourdie du directeur, flanqué de ses sbires. 10 pèlerins armés qui avaient la gâchette facile. C'est un hippopotame, non? Alors pourquoi il bouge pas? Je crois qu'on l'a eu. Imbécile, vous visez un tronc mort. Il s'est encore écoulé 2 mois avant qu'on atteigne le poste de l'intérieur. Remonter ce fleuve, c'était comme voyager à rebours vers les premiers commencements du monde. Au temps où la végétation affolait la terre, où les grands arbres étaient rois. L'air était chaud, lourd et stagnant. Il n'y avait aucune joie dans l'éclat du soleil. Aucune joie. Cela doit vous sembler irréel. Je vous assure que ça ne l'était pas. Oh, je ne sais comment peindre la sensation. Il suffit d'une voix dans la pénombre. Non. Non, il est impossible de restituer la sensation vécue de n'importe quelle période de notre existence. Son essence subtile et pénétrante. C'est impossible. On vit comme on rêve, seul. Quand l'attente me devenait insupportable, seul au piano, penché sur mon clavier, je l'imaginais là-bas, au milieu de ces hommes, vénérés par eux, ne craignant ni les remous du fleuve, ni la brousse, ni la sauvagerie. Et la sonate sous mes doigts se diluait dans un bruissement de tam-tam. La noble cause. Ces mots ne la troublaient pas plus qu'un tintement d'horloge. J'étais en train de lui dire que des agents, des hommes comme Kurtz, pillaient les entrailles de la terre avec autant d'intention morale que des casseurs de coffres-forts. Et elle me parlait de sonates et de tam-tam. Et si je lui disais que son fiancé, même de son vivant, n'appartenait plus à sa promise, mais aux ténèbres? Si je lui révélais ce que Kurtz a écrit dans son rapport? Vous pouvez le lui dire, Marlowe. Dites tout à ma promise. Même ce que vous avez griffonné, Elle vous écoute. Elle est toute oui. ce que vous avez rageusement écrit au bas de... Écrit et mûrement réfléchi. Avec un peu de temps, j'aurais mis en œuvre, j'aurais exécuté Votre rapport sur la suppression des coutumes sauvages. mes plans. Oh, j'allais accomplir de grandes choses, mon poste, mon ivoire. À la fin de ce plaidoyer si éloquent, ce vibrant appel à tous les sentiments altruistes, Mon rapport, ma carrière. vous avez conclu, Dites-le, Marlowe. vous avez écrit Dites-le, bon sang. ces mots qui vous accusent. Tu vas cracher le morceau et... Exterminer toutes ces brutes. Exterminé. Toutes ces brutes. Pourquoi êtes-vous silencieux tout à coup? Excusez-moi. Vous semblez égaré là-bas, en haut du fleuve. Le fleuve serpent. Ma promise. Jamais je ne lui dirai. Ce serait trop de noirceur. Vous ai-je dit son prénom? Je ne crois pas vous l'avoir donné. Vous devrez le découvrir par vous-même. Continuez, monsieur Marlowe. Il ne fait pas encore nuit? Ma fiancée est un peu sauvage, elle ne se laisse pas facilement courtiser. Il m'a fallu des mois pour connaître son prénom. Il n'y avait aucune joie dans l'éclat du soleil. Qui sait? Vous en étiez là. Peut-être qu'à vous, elle le dira volontiers. Je déteste le mensonge. Bon, pas parce que je me crois plus intègre que les autres, mais parce que ça me révulse. Les mensonges portent en eux la souillure de la mort. Précisément ce que je hais le plus au monde. Ce que je voudrais oublier. Mais ce que je n'ai pas dit à la promise,
Je ne pourrai jamais l'oublier. Entre deux coudes du fleuve que la végétation rendait plus obscur se trouvait le poste de l'intérieur, celui de Kurtz. Notre arrivée a déclenché une pluie de bâtonnets sur la vapeur. Les indigènes les lançaient vers nous. On aurait dit qu'ils essayaient de tambouriner sur notre tôle. Sauf que ce n'étaient pas des bâtonnets, c'étaient des flèches. Ils voulaient nous repousser. Les pèlerins ont armé leurs fusils. Pour une fois qu'ils avaient des cibles mouvantes, des sauvages, des vrais, ils s'en sont donnés à cœur joie. La fumée s'est dissipée. Quand je me suis tourné vers Léo, il était arc-bouté comme un pagayeur sur sa perche, à une lance plantée entre ses omoplates. La pointe ressortait de sa poitrine. Tandis qu'une mare de sang grandissait à ses pieds, il a rassemblé ses dernières forces. Le chef ne tombe jamais, même s'il peut trébucher. J'ai pris sa main. Je l'ai serrée, en oubliant que je formais une cible de choix à travers le hublot. Mbutakabuangako, sielumukaka, sielumukanga. La flaque l'a englouti. Quand nous avons accosté, il n'y avait pas âme qui vive. Pas un tremblement dans la végétation. J'ai braqué mes jumelles sur le bâtiment principal. Des poteaux surmontés de boules de tailles inégales délimitaient l'enceinte d'un rite mystérieux. En ajustant mes jumelles sur l'un, puis l'autre de ces ornements, j'ai compris mon erreur. Ces boules n'étaient pas décoratives. Elles étaient symboliques. De quoi était-elle le symbole ? D'un manque de retenue. Monsieur Kurtz. Oui, elle suggérait ces têtes coupées se desséchant sous les fenêtres de l'agent de l'intérieur que Monsieur Kurtz manquait de retenue dans la satisfaction de ses penchants. Cette impression allait être confirmée lorsque j'ai entrevu les rites inavouables auxquels il se livrait dans le pays de l'Ivoire. Je n'ai pas cherché à savoir comment il avait subjugué les chefs de la région, ni par quelle cérémonie il se faisait adorer par eux. Certaines choses doivent rester dans la pénombre, sans quoi elles reviendront vous hanter. Et même dans la pénombre, eh bien...
il s'était hissé à une position élevée parmi les démons de ce pays. Et je parle littéralement. Lorsqu'il est apparu, des Noirs le brandissaient à bout de bras sur une civière. Un flot humain, des centaines d'hommes armés de lances, d'arcs et de boucliers, se déversaient autour pour nous encercler. Ils nous jetaient des regards farouches. Une femme en particulier, une somptueuse femme noire couverte d'ornements barbares, semblait prête à nous arracher le cœur si nous faisions un pas vers Kurtz. Lui, avec son front proéminent, sa tête ronde et chauve, pareille à une boule d'ivoire, avait tout d'une idole. Une idole à l'article de la mort. Le directeur a pris son ton le plus faussement sincère. Nous sommes venus vous sauver. Sauver, moi. Sauver l'ivoire, vous voulez dire. Et l'autre, plus faux encore. Remettez-vous à nous. Vous êtes malade. Malade? Pas si malade que vous aimeriez le croire. Qu'importe, je mettrai mes plans à exécution. Je reviendrai. Psst, sergent. Videz-moi ces stocks. Tout ce que vous trouverez. À vos ordres. Oui, je reviendrai. Nous allons vous guérir. Nous l'avons transporté dans la cabine de pilotage, là où il y avait le plus d'air. Tandis que les pèlerins chargeaient autant d'ivoire que notre coquille pouvait en supporter, Kurtz, allongé sur sa couchette, regardait fixement par le hublot. Une brusque explosion de cris. Une indéchiffrable frénésie, étouffée jusqu'alors, a secoué le rivage. Notre chaudière, Dieu merci, n'a pas fait de caprice. Le flot brun s'écoulait rapidement hors du cœur des ténèbres. Il nous emportait vers la mer 2 fois plus vite que lors de notre remontée du fleuve. Et la vie de Kurtz s'écoulait, elle aussi, refluant hors de son cœur, vers la mer inexorable du temps. Ma carrière, mes projets. Je l'éveillais le soir à la lueur d'une chandelle. En écoutant la litanie de ses désirs inassouvis, il m'a semblé... Oui, il m'a semblé que je le comprenais. La nature sauvage s'était emparée de cet homme et lui avait fait payer cher son intrusion. Elle lui avait murmuré des choses qu'il ignorait sur lui-même. Cette révélation l'avait fasciné. Elle avait résonné d'autant plus fort qu'à l'intérieur, Kurtz était un homme creux. Montrez-leur que vous avez en vous quelque chose de vraiment profitable, et alors ils ne mettront pas de limite à la reconnaissance de vos capacités. Bien sûr, il faut soigner vos motivations. Elles doivent paraître respectables. Toujours respectables. Il a attendu avant d'ajouter. La conquête de la Terre, qui veut surtout dire l'arracher à ceux qui ont une couleur de peau différente ou un nez un peu plus épaté, n'est pas une chose très reluisante quand on y regarde de près. Alors, pourquoi y regarder de près? Marlowe. Pourquoi? Avec la nuit sont venues les incantations, l'appel ensorcelé du monde sauvage. Sikamaka, sikamanga, mompimpa. Et j'ai senti que rien, aucune promesse de gloire, de succès ou d'impunité ne pouvait le faire revenir parmi nous. Peu après minuit, un frisson a parcouru son visage. Comme devant une image, une vision, il s'est écrié. J'ai éteint la bougie et quitté la cabine. La voix s'était tue.
J'étais de retour dans la ville sépulcrale. Voir les gens se hâter sur les boulevards m'était devenu odieux. Que savaient-ils de l'existence, eux qui vaquaient à leurs petites occupations, comme si aucun danger ne les menaçait? J'avoue qu'à cette époque, je n'étais pas... Disons que ma température était rarement normale en ce temps-là. Ce n'était pas ma santé qui avait besoin d'être refaite, mais mon imagination qui voulait être apaisée. Je gardais, sans savoir quoi en faire, l'alias de documents que m'avait donné Kurtz, ce paquet de lettres, et puis votre photo. Il m'a fallu 1 an avant de venir frapper à votre porte. Vous avez bien fait. 1 an, c'est un peu long. Ceux qui s'en remettent à lui, ceux qui acceptent de lui céder, le temps les console. Lui avez-vous cédé? Je commence à peine. L'horloge a tinté plus fort qu'auparavant. La jeune femme s'est tournée vers les fenêtres que l'obscurité envahissait. Comment lui dire que je ne voulais pas céder au temps, mais à ce halo qui émanait de son visage? Oui, c'était à elle que je voulais m'abandonner. Par défi au temps, aux ténèbres, par défi même à Kurtz. Si seulement je pouvais. Pardon, Excusez-moi. vous disiez... Si seulement je pouvais... Mais je ne pouvais pas lui dire la vérité. Et elle ne pouvait pas se contenter de mon silence. Son dernier mot. Répétez-le. Donnez-moi quelque chose. Quelque chose. Avec quoi vivre. J'avais envie de lui crier, mais vous ne l'entendez pas. L'obscurité le répétait autour de nous, dans un souffle persistant, obstiné, comme la menace d'une tempête qui se lève. Le dernier mot qu'il a prononcé était votre nom. Sur le perron, au moment de descendre les marches, je me suis aperçu que sa photo se trouvait dans ma poche. Ce n'était pas moi qui l'y avais glissée. En retournant la photo, j'ai vu, sous la lueur naissante d'une lanterne, une inscription que je n'avais jamais remarquée. Un prénom de femme, le sien, sans aucun doute. Elle l'avait inscrit en lettres pâles sur une ligne ascendante. J'ai descendu 2 marches et levé les yeux. Une longue traîne de nuages coulait dans le ciel. Elle coulait interminablement, silencieuse, inscrutable, comme si elle menait au cœur d'immenses ténèbres. J'ai posé le pied sur le pavé. Jamais je ne m'étais senti aussi vivant.
Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Librement adapté par Stéphane Michaka. Avec l'Orchestre National de France. Marlowe, Damien Houssier. La Promise, Julie Poulion. Kurtz, Mohamed Rouabi. Léo, Chris Nyanguna. Et avec Patrice Bornand, Laurent Ferraro, Vincent Schmitt. Bruitage, Sophie Bissans, Élodie Fiat. Musique originale, Didier Benetti. Direction d'orchestre, Jeffrey Styles. Musicien metteur en ondes, Alice Legros, Elsa Biston. Directeur du son, Pierre Monteil. Prise de son et mixage, Pierrick Charles, assisté d'Émilie Couette, Pierre-Henry, Éric Villenfin. Sonorisation, Frédéric Changenet, Célia Dufour, Philippe Mercher. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossire. Une coproduction Orchestre National de France, France Culture, Service des fictions.